Salut à tous. Bienvenue sur Globe Pulse X, votre radar des événements qui secouent la planète. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'une discussion explosive. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'exprime sur les négociations brûlantes de Riyad, la mer Noire et les tensions avec l'Occident. Dans cet extrait traduit en français, vous allez entendre Lavrov décrypter les coulisses de l'initiative céréalière, tacler l'Ukraine et l'Europe et poser les conditions russes pour la paix. Attachez vos ceintures. Globe Pulse X vous embarque dans un voyage au centre des enjeux géopolitiques qui font trembler le monde. Let's go! Les négociations à Riyad, une question importante. Quelle était leur tâche et comment se sont-elles conclues? Pouvez-vous commenter, s'il vous plaît? Les négociations se sont conclues par des résultats préliminaires qui sont actuellement rapportés au président de la Russie et au président des États-Unis. Comme convenu entre Poutine et Trump, on y a discuté principalement des questions de navigation sécurisée en mer Noire. Ce n'était pas la première tentative. La première a eu lieu en juillet 2022, comme vous le savez. Lorsque le secrétaire général de l'ONU, avec le président turc Erdogan, a servi de médiateur. Une partie de cette initiative consistait à mettre en place des méthodes simplifiées pour transporter le grain ukrainien par la mer Noire, à travers les détroits, avec une inspection des navires pour éviter toute tromperie. L'objectif était que, si du grain était déclaré, ce soit bien du grain qui arrive au point de destination et que les trajets à vide pour récupérer une nouvelle cargaison ne soient pas utilisés pour livrer des armes. Des procédures d'inspection ont été convenues et ont fonctionné pendant une année entière. Mais ensuite, nous avons dû interrompre ce processus, ou du moins le mettre en pause, car la deuxième partie de l'accord, qui en était une composante essentielle, a été totalement sabotée à 100%. Cette partie concernait la nécessité d'assurer l'exportation du grain et des engrais russes. Cela a été bloqué par l'inclusion de tous les navires transportant des produits agricoles russes, y compris les engrais, dans des listes interdites. Les compagnies d'assurance comme Lloyds ont vu leurs primes exploser. Les paiements pour nos produits ont été entravés et la Roselkosbank a été exclue du système SWIFT. Il y avait beaucoup d'autres obstacles qui, comme il s'est avéré, visaient à faire monter les prix. Lorsque les fermiers européens se sont retrouvés dans une situation de concurrence déloyale, probablement à cause de cela, la partialité de nos collègues occidentaux est devenue évidente. Le grain ukrainien était bradé sur les marchés européens, bien que sa qualité soit loin de répondre aux standards en vigueur dans ce domaine. En résumé, l'Occident faisait tout pour favoriser l'Ukraine au maximum et punir la Fédération de Russie autant que possible. Un an après le début de cette initiative de la mer Noire, le secrétaire général de l'ONU a levé les bras et a dit qu'il n'arrivait à rien. Nous lui avons répondu, « Eh bien, quand vous y arriverez, nous reprendrons cet accord. » Nous sommes donc sortis de la partie ukrainienne de l'initiative, qui avait été approuvée pour un an. 7 ans s'est écoulé et nous n'avons pas renouvelé cet engagement. En revanche, le mémorandum entre la Russie et l'ONU, qui exige la levée de tous les obstacles à l'exportation de notre grain et de nos engrais, représentant une part bien plus importante des marchés mondiaux que l'Ukraine, reste valide. Ce mémorandum, d'une durée de 3 ans, est en vigueur jusqu'en juillet de cette année. Le secrétaire général Antonio Guterres et ses représentants sont en contact constant avec nous. Ils essaient d'aider d'une manière ou d'une autre, mais pas en demandant une levée de principe des sanctions. Nous avons dit à l'Occident, si vous voulez vraiment défendre les intérêts des pays en développement et du Sud global, notamment en Afrique en matière de sécurité alimentaire, alors supprimez ces mesures discriminatoires contre nos produits. Mais l'Occident ne demande pas leur suppression. Et pire encore, il les respecte et les applique. Pour un fonctionnaire de l'ONU,
Et encore plus pour le secrétaire général, c'est totalement inacceptable. La charte de l'ONU stipule aucun employé du secrétariat, y compris le secrétaire général bien sûr, ne doit suivre les ordres d'un gouvernement quelconque. Si le secrétaire général cherche des failles entre les sanctions et reconnaît leur existence, il exécute des décisions prises dans les capitales des pays membres de l'ONU, ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est pourquoi nos négociateurs, désignés par le président Poutine à Riyad, ont rappelé toute cette histoire à leurs collègues américains. Ils ont dit, vu le passif, non seulement de l'Ukraine elle-même, mais de toute cette affaire de la mer Noire, nous voulons cette fois-ci qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ils ont également rappelé qu'en 2023, quand la partie ukrainienne de l'accord a pris fin, le président Erdogan a tenté 2 ou 3 fois de relancer l'initiative. Il y a 1 an, il nous a fortement sollicités pour la reprendre sous une forme simplifiée, sans inspection physique des navires vides revenant après avoir livré grains et engrais. Nous étions même prêts à accepter cela. Mais à la dernière minute, Erdogan a dit, c'était il y a 1 an, que Zelensky voulait ajouter une condition, ne pas frapper les infrastructures nucléaires. Pourtant, c'est Zelensky lui-même qui attaquait la centrale de Zaporozhye. Comme cette proposition venait de lui, nous avons dit oui. Puis Erdogan a appelé Poutine et a dit, vous savez, Zelensky a changé d'avis. Compte tenu de toutes ces hésitations et du fait que chaque fois qu'un cessez-le-feu est annoncé et que l'Ukraine l'accepte, c'est uniquement parce qu'à ce moment précis, elle est dans une impasse sur le champ de bataille. Mais dès qu'une pause survient, ce cessez-le-feu est grossièrement violé. C'est ce qui s'est passé tout au long des accords de Minsk. Aujourd'hui, nous avons besoin de garanties très claires, très concrètes, vérifiables et opérationnelles. Comme le président Poutine l'a dit lors d'une conférence de presse avec le président Loukachenko il y a quelques jours, il soutient l'initiative du président Trump de déclarer un cessez-le-feu de 30 jours, non seulement pour éviter les frappes sur les infrastructures énergétiques, mais en tenant compte de la longueur de cette ligne de front et des capacités de l'armée ukrainienne à provoquer. Ils viennent de frapper Souja, une station de pompage de gaz. Ils prétendent que c'est la Russie qui l'a fait elle-même, alors que c'est notre propre bien, dont dépend en grande partie l'approvisionnement énergétique de plusieurs pays européens. Aujourd'hui, c'est impossible à maintenir. De même, le consortium du pipeline Caspien, qui reflète les intérêts commerciaux du Kazakhstan et des États-Unis, a vu l'une de ses stations, Kropotkinskaya, attaquée. Les dégâts ne peuvent pas être réparés rapidement, ce qui réduit fortement les volumes de pétrole acheminés vers les consommateurs européens à cause d'un nouvel acte terroriste ukrainien. Donc, quand le président dit que nous sommes pour un cessez-le-feu, il y a des nuances. Qui va garantir la bonne foi du régime nazi de Kiev? Nous sommes aussi favorables à explorer des moyens d'éviter tout dommage aux infrastructures énergétiques. Ce n'est pas dans notre intérêt de les détruire. Comme l'a dit le président, nous sommes pour une reprise, sous une forme ou une autre, plus acceptable pour tous, de l'initiative de la mer Noire. Cette initiative était une priorité dans les discussions à Riyad. Notre position est simple, et je viens de l'expliquer. Nous ne pouvons pas nous fier à la parole seule. Nous voulons que le marché des céréales et des engrais soit prévisible, que personne ne nous en détourne. Pas seulement parce que nous voulons des profits légitimes dans une concurrence honnête, mais aussi parce que nous nous préoccupons de la sécurité alimentaire en Afrique, dans d'autres pays du Sud global et de l'Est. Ces jeux de l'Occident, dans le domaine de la concurrence déloyale et ruineuse, font grimper les prix, alors qu'ils pourraient être bien plus bas si l'Occident cessait d'interférer dans le libre jeu des forces du marché. Ce même marché qu'il vantait quand il nous invitait tous dans son royaume de la globalisation et de la liberté. Mais comme je l'ai dit, nous aurons besoin de garanties claires. Et vu l'expérience amère des accords avec Kiev seul, ces garanties ne peuvent venir que d'un ordre direct de Washington. Zelensky et son équipe doivent être forcés de faire ceci et pas autre chose. Je pense que nos partenaires américains ont compris ce signal. Ils savent que seul Washington peut obtenir des résultats positifs. Arrêter les attentats terroristes, les bombardements d'infrastructures civiles et énergétiques non liés au complexe militaro-industriel.
parce que l'Europe, elle, a pris un chemin totalement différent. Comme à l'époque de Napoléon ou de Hitler, elle montre une fois de plus son hostilité en cherchant à infliger une défaite stratégique à notre pays. Et comme à ces époques, presque toutes les nations européennes, à quelques exceptions près, ont été mobilisées. Ces pays européens ne combattent pas encore physiquement contre nous sur le sol ukrainien, mais sans eux, l'Ukraine aurait déjà été vaincue depuis longtemps et le régime nazi aurait cessé d'exister. En continuant à gaver l'Ukraine d'armes, vous voyez Londres et Paris, surtout ces deux pays avec Starmer et Macron, soutenus par un cœur pas très puissant des pays baltes et de quelques autres. Ils ne se contentent pas de dire qu'ils vont continuer à armer l'Ukraine. Ils parlent de coalition de volontaires, de déployer une mission de maintien de la paix ou de sécurité après un cessez-le-feu. Ils envisagent même deux missions. Une à la frontière avec l'Union européenne et l'OTAN, et une autre composée de pays du Sud global. Ils citent l'Inde, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, voire la Chine. Mais ces rêveurs prouvent chaque jour leur totale incompétence politique, leur désir de contenir la Russie, pas seulement de la contenir, mais de lui infliger une défaite. Certains disent même humilier Poutine. Ce désir, eh bien, les historiens me corrigeront peut-être, mais j'ai l'impression que nous avons déjà vécu tout cela. Napoléon et Hitler avaient les mêmes objectifs. Pour les atteindre, ils ont conquis toute l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est mobilisée, avec l'Allemagne en tête sous Ursula von der Leyen, dépensant des centaines de milliards d'euros alors que leur économie et leur sphère sociale sont dans un état lamentable. Cette dérive est en partie due au fait que l'administration Biden les a lâchés en les envoyant se battre contre la Fédération de Russie, provoquant une désindustrialisation chez eux. Cela explique en partie leur zèle à exiger de ne pas abandonner l'Ukraine, à continuer de l'armer et à refuser ne serait-ce que d'évoquer l'idée que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN ou l'UE. Macron s'est exprimé récemment là-dessus. Cela contredit directement l'administration Trump, qui, par la voix du président lui-même, du secrétaire d'État et de Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, a dit clairement que des discussions préliminaires sur les paramètres d'un règlement final étaient en cours. Trump a été catégorique. Il faut oublier l'OTAN. Il ne fallait même pas remuer ce sujet. Mais Biden a fait un virage à 180 degrés en insistant sur le fait que l'Ukraine intégrerait l'OTAN, créant ainsi des menaces inacceptables pour nous. Waltz a aussi dit que les traditions et les gens veulent rester associés à la culture russe que le régime de Kiev tente d'éradiquer par la loi. Comme le président Poutine l'a souligné, il faut arrêter les livraisons d'armes. Mais l'Europe et Zelensky disent « Non, nous ne prendrons aucune, peut-être ». Et voilà, c'était Sergueï Lavrov en direct, décryptant les négociations de Riyad et les tensions autour de la mer Noire. Une Russie qui exige des garanties en béton, tacle l'Ukraine et l'Europe et mise sur Washington pour calmer le jeu. Une intervention qui pourrait bien secouer les équilibres mondiaux. Alors qu'en pensez-vous? L'initiative céréalière va-t-elle renaître ou est-ce encore un coup dans l'eau? Dites-nous tout dans les commentaires. Si vous avez kiffé ce décryptage exclusif, un petit like, un abonnement à Globe Pulse X et un clic sur la cloche, c'est le combo parfait pour rester branché sur les pulsations du monde. On se retrouve vite pour une prochaine actu qui fait vibrer la planète. À bientôt.